Je suis né en 1841 à Paris, dans une famille protestante et austère. J'étudie en province, au gré des mutations administratives de mon père. Il est magistrat, mais il meurt jeune. Ma mère, mon frère et moi revenons à Paris. J'ai alors 16 ans. Je continue mes études tout en donnant des cours pour subvenir aux besoins de ma famille. Je fréquente le lycée Condorcet, puis la Sorbonne. J'obtiens mon diplôme d'agrégé de philosophie. Me voici professeur. Fervent républicain, je refuse de prêter serment à l'empereur Napoléon III. Je suis interdit d'exercer en France. Je m'exile en Suisse. J'enseigne à l'université de Neuchâtel de 1866 à 1870. J'ai l'occasion d'organiser alors le premier congrès de la Ligue internationale pour la paix et la liberté qui prône la création des États-Unis d'Europe. Protestant convaincu, réformateur, je milite pour un évangile débarrassé de ses dogmes, de ses miracles et de ses prêtres, et pour que l'histoire sainte soit sortie des programmes d'enseignement et remplacée par une histoire de l'humanité. Triste période. La guerre de 70, Sedan. Je rentre en France et m'enrôle dans la garde nationale. La paix revenue, je suis nommé inspecteur général des enseignements primaires, dont j'occupe bientôt le poste de directeur, sous différents ministères. À ce titre, je rédige le dictionnaire de la pédagogie, qui aura un certain retentissement auprès des instituteurs de France. Je propose la création des écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud. Ainsi, nos maîtres d'école pourront recevoir la bonne parole. Durant 17 ans, combien de textes, de décrets, de lois ai-je pu élaborer et proposer à nos ministres, dont le plus célèbre fut Jules Ferry. En 1896, j'ai 55 ans et je reviens sur le terrain de l'enseignement. J'occupe la chaire de sciences de l'éducation à la Sorbonne. Et au début du siècle, je préside la Ligue de l'enseignement. Révolté par la condamnation du capitaine Dreyfus, je crée la Ligue des droits de l'homme. J'en assume la présidence de 1913 à 1926. Ma vie entière est un combat pour la liberté de penser, pour l'enseignement obligatoire, pour la justice et pour la paix. J'ai lutté contre la peine de mort. J'ai lutté pour le droit de vote des femmes. Mais mon combat essentiel est pour l'école et la laïcité. Je suis le premier à utiliser ce mot de laïcité. Seul laïc existait alors. J'assume avec beaucoup de conscience la fonction de rapporteur lors de l'élaboration de la loi de 1905. Par conviction politique, j'adhère au Parti radical socialiste. Le peuple de Paris m'envoie siéger au Parlement de 1902 à 1924. J'ai 83 ans lorsque je me retire dans la maison de mes grands-parents maternels, à Thieulois-Saint-Antoine dans l'Oise. J'y étais élu municipal depuis 1904. Précédemment, j'avais fortement appuyé la création de l'orphelinat laïque de Sampuy, à quelques kilomètres d'ici. Le 16 février 1932, mon combat s'arrête. J'ai alors 91 ans. Je repose en paix sur la terre de mes ancêtres. Quelle image de cet homme nous renvoie le miroir de l'histoire. Qu'il fut tout d'abord l'apôtre de la foi laïque. Pour lui, rien ne doit venir entraver la pensée philosophique et l'acte pédagogique. Il faut donc séparer la révélation et la connaissance, séparer l'Église et l'enseignement. Qu'il fut aussi le maître d'école de la démocratie, l'instituteur de la République par l'école, en favorisant l'implantation dans chaque village et dans chaque quartier d'une maison d'école.
qu'il fut enfin le constructeur de l'Europe de la paix par l'éducation, en incitant les pays à corriger les manuels d'histoire dans un sens moins nationaliste et plus universel. Avec Hugo, Jaurès, Briand, Langevin, il fait partie de ces géants de l'histoire qui nous aident encore aujourd'hui à vivre une société plus éclairée, plus cultivée, plus libre. Pour tout cela, et pour la lutte qu'il mena en faveur du rapprochement franco-allemand, il reçut le prix Nobel de la paix en 1927, qu'il partagea avec le pacifiste allemand Ludwig Quidde. Il remit le fruit de cette récompense à ses fils adoptifs, les instituteurs de France, afin qu'ils puissent travailler au rapprochement des peuples par l'éducation des enfants. Nous mesurons mieux maintenant combien les élus Tourlavillais de l'époque étaient attachés aux valeurs républicaines, pour avoir confié ainsi les destinées culturelles de notre ville à la mémoire de Ferdinand Buisson.